Pour peut-être essayer d'enrichir les réflexions, peut-être sur les visages internationaux des NIF, parce qu'au début, comme beaucoup, en fait comme tous, tous les chercheurs, au début j'étais extrêmement critique sur cette catégorie, en me disant qu'au fond, elle était assez violente. Appeler des gens par leur manque d'être sans, pour moi il y a quand même des résonances aussi avec une dynamique néolibérale qui invite, on doit être en formation, en production. Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire de les appeler, ces jeunes, les NIF? Au fond, si on pense aux retraités, les retraités sont sans emploi, sans formation, donc sont aussi... en fait, pour moi, la catégorie des NIF dit davantage de nos propres représentations et des radars qu'on met et des cases qu'on pose dans nos sociétés que des qualités des personnes elles-mêmes. Voilà, donc ça a été beaucoup dit. Donc c'était les premières réactions, c'était de dire, en fait, ça dit plus de nous-mêmes que d'eux, au fond. Ça dit plus du modèle qu'on porte, et que quelque part, si vraiment on réfléchit, même nous, les actifs, on aimerait parfois être hors radar, être incasable, s'échapper de ces normes un peu productives et de ce rapport au temps, comme tu disais Jacques ce matin, linéaire, continu, cette injonction à la production est autant efficace et autant utile. Voilà, c'était mes premières réflexions. Et après, je me suis dit, bon, est-ce que dans mes enquêtes, parce que comme du coup ça me paraissait une catégorie un peu mosaïque, un peu abstraite, est-ce que j'en ai croisé pour me rendre compte qu'effectivement, j'avais été invitée à parler de la solitude, j'en parlais un petit peu seulement, qu'effectivement, dans mes enquêtes sur la solitude, oui, j'ai croisé des NIF. Si vraiment je déconstruis, que je réfléchis, oui, au fond, oui, il y avait des NIF. Pour me rendre compte que je fais aussi une autre enquête sur la colère. Les colères sociales, donc les colères expressives, les mouvements sociaux, mais aussi les colères invisibles, les tensions larvées, les rapports à la société qui sont en train de monter, et parfois des rapports de désadhésion aux ensembles sociaux, pour me rendre compte que dans cette enquête sur la colère, qui est une enquête un peu plus internationale, j'en ai rencontré énormément des NIF. Qu'en fait, alors c'est des visages très contrastés, mais ce sont des visages qui sont pour moi où se joue l'enjeu de nos vies mobiles, donc l'enjeu de la mobilité, l'enjeu de la solitude, enfin des solitudes, donc du rapport à soi, du rapport aux autres, mais aussi du rapport à la société, et aussi l'enjeu de la colère. Parce que, comme tu viens de le dire, Annie, il y a des enjeux de citoyenneté qui sont en train de se jouer dans ces jeunes qui s'échappent de façon subie ou choisie, ou de façon très ambiguë entre les deux souvent, qui s'échappent de nos radars sociaux, de nos radars statistiques. Alors, quel premier visage m'est apparu ? Le premier visage des NIF qui m'est apparu, c'est un visage que j'avais rencontré longuement quand j'ai travaillé il y a quelques années sur un colloque sur qui comparait les jeunes Français aux jeunes Japonais, et on s'est interrogé beaucoup, les jeunes Japonais face à la crise, qu'il y avait beaucoup de choses à nous apprendre, nous Français, parce que c'est des modèles qui parfois sont assez proches entre France et Japon en termes éducatifs, de pression sociale, au diplôme, etc. Et eux avaient connu la décennie perdue, donc dans les années 80-90 avant nous, et donc on a eu des échanges avec ces sociologues japonais qui nous ont énormément parlé du phénomène dont a parlé ce matin Jacques, des hikikomori. Donc les hikikomori, qui sont-ils? C'est codé en tout cas comme un problème social, c'est pas forcément un problème social, dans la société japonaise. Ce sont des jeunes qui s'enferment parfois plusieurs années, ça peut durer 3-4 ans, donc ils estiment ça, alors ça reste des pourcentages, ça vaut ce que ça vaut, vers 6-7% des jeunes adultes aujourd'hui, plutôt adolescents, plutôt d'âge assez jeunes, et qui en fait vivent plutôt la nuit, sortent de chez eux plutôt la nuit et vivent le jour dans une culture de la chambre, comme on dit. Alors c'est pas des gens seuls, c'est pas des gens isolés, parce qu'il faut des parents pour être hikikomori. C'est des jeunes qui sont chez leurs parents. Voilà, et plutôt, quand on analyse vraiment, c'est un visage très diplômé. Et quand on analyse vraiment des travaux qui ont travaillé sur cette question, donc je pense notamment à ceux de Maya Fonstein, qui est une psychosociologue qui a travaillé sur les hikikomori et ces phénomènes d'enfermement volontaire, chez ses parents, elle évoque l'idée d'une suspension de soi face à la pression éducative, face à l'idée justement d'avancer, de réussir, entre guillemets, une mise en suspens volontaire de soi qui est temporaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un retour à la société, entre guillemets, ou au parcours voulu, à l'autoroute sociale, mais une mise en suspens volontaire de soi. Premier visage qui m'apparaît.
Un second m'apparaît, je me suis dit, en France, est-ce qu'on a ces phénomènes d'hikikomori et en réfléchissant, on a des phénomènes d'enfermement, comme on parlait tout à l'heure, de jeunes adultes chez les parents. On en a, alors c'est beaucoup moins un visage de surdiplômés ou de très diplômés et de milieux plutôt favorisés. Là, on est plutôt dans ce que tu évoquais tout à l'heure, plutôt dans des visages très peu diplômés et avec une problématique très française et européenne du Sud, du chômage de masse. Et donc, on a des enfermements que j'ai rencontrés dans mon enquête sur la solitude à la maison, mais qui sont plutôt des enfermements beaucoup plus subis et de découragement. Donc, la peur, justement, en fait, l'usure morale d'avoir essayé, d'avoir eu des portes fermées devant soi, et la difficulté de s'exposer à nouveau, de se vendre, de devoir se vendre à nouveau, alors que les portes ont été, alors qu'il y a eu déjà beaucoup de refus dans leur vie, soit des refus de l'école, dans le système scolaire, soit des refus après, avec les milliers d'êtres qu'on envoie et qui n'aboutissent à rien. Voilà, donc plutôt une figure du découragement, et plutôt une figure du découragement face au chômage de masse. Et donc ça, c'est effectivement une figure que j'ai pu rencontrer en France, qui n'est pas centrale dans les NIF, il y en a d'autres, mais qui est assez porteuse d'une problématique du chômage de masse en Europe du Sud. Alors quand je descends un peu plus bas dans l'Europe, j'en pense à une autre. Et une autre figure de NIF qui est en fait vraiment en plus assez massive. Donc en Espagne, j'ai fait des enquêtes. Et là, alors on est beaucoup moins chez les jeunes. Enfin, chez les jeunes, ils sont jeunes quand même, c'est des problématiques jeunes qui s'étendent. Et c'est beaucoup plus des trentenaires, également chez les parents. Et alors là, on retourne dans une problématique de surdiplômés. J'ai rencontré, donc à la suite d'une enquête sur les indignés, justement, sur les colères, et ben dans cette trentaine, parfois à 35, 40 ans, des fois c'est aussi des retours chez les parents, il y a ce phénomène de refuser, au bout d'un moment, de refuser. Alors c'est chez des gens qui ont des ressources de diplôme, en tout cas, des ressources identitaires pour essayer de coder la situation en termes d'être acteur de sa propre vie, mais au bout d'un moment, de refuser de jouer ce jeu de dupe. Et donc de rester chez ses parents par nécessité, mais de ne plus forcément aller donner son CV pour faire centre d'appel, d'essayer de trouver d'autres moyens alternatifs pour survivre, quitte à les rechoisir et à rechoisir sa vie avec une part de contrainte, mais essayer de remettre un peu de choix dans cette vie, dans cette crise et dans cette nécessité de survie. Et donc un maintien très tardif au foyer avec effectivement retrait des démarches d'emploi et donc retrait de la population active. Donc une éviction du marché du travail à terme, et plutôt là chez des diplômés trentenaires qui se trouvent en fait enfermés et piégés à la maison. J'ai pensé aussi, avec les discussions à Montréal au Crémis, à la figure des jeunes errants, donc qui est assez travaillée au laboratoire où je suis, figure des jeunes errants, donc avec la question aussi de la santé mentale, qui est en fait une autre figure, peut-être plus présente ici, donc plutôt très jeune, et une autre figure de ces NIF, donc des figures internationales très très variables, à l'intérieur même d'une société et entre sociétés, qui vraiment interrogent même la catégorie. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Comme on a posé cette question ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? De quoi est-elle révélatrice le fait d'échapper de plus en plus, puisqu'on voit que ça monte, si on colle ensemble cette mosaïque et ces puzzles, ces différentes figures, que ce soit du backpacker au trentenaire chez ses parents en Espagne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi, mais c'est juste des hypothèses que je lance pour lancer la discussion, pour moi, ça dit beaucoup de nos parcours émergents et d'une tension que je ressens montante, qui n'appartient pas uniquement à cette jeune génération, qui partage et qui est tout au long de nos parcours de vie, même à la retraite, qu'on retrouve dans des figures à la retraite, mais qui est une tension qui monte, qui est pour moi une tension de plus en plus forte entre, d'une part, l'injonction sociale qu'on a de plus en plus, on est les enfants de la démocratie et de la démocratisation des vies, l'injonction sociale est la norme au choix de vie, choisir sa vie, construire sa vie, faire que cette vie ait un sens.
c'est une injonction, c'est une aspiration, mais c'est aussi une injonction sociale. Que cette vie nous ressemble, cette personnalisation de la vie. Donc faire des choix, faire des projets, avec aussi la dimension néolibérale, faire des choix, faire des projets qui nous ressemblent. Et renouveler et être perpétuellement en mobilité, en projet sur sa propre vie. Et c'est une injonction qu'on a tous, la difficulté à suspendre sa vie, justement, et à toujours avancer, être mobile, se renouveler tout au long de sa vie. Et donc les enfants, aujourd'hui, les jeunes adultes, sont particulièrement marqués par cette injonction au choix, non seulement parce qu'ils sont jeunes, mais aussi parce que c'est une valeur montante que porte particulièrement cette jeune génération, et on leur demande de choisir des études, de faire des projets qui font sens et qui sont censés leur ressembler pour réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est exister comme un individu. Exister comme un individu, c'est faire des projets qui nous ressemblent et renouveler ces projets s'ils ne nous ressemblent plus. Et donc ça, on sent que c'est une norme montante, très forte, et ça met les gens en tension. Ça nous met tous en tension, et les jeunes en particulier, parce qu'il y a le vertige de choisir à un moment crucial de sa propre vie. Mais là où c'est le paradoxe auquel ils sont confrontés, cette valeur monte, mais en même temps, le marché du travail, les portes se ferment. On ouvre les chemins, choisis ta vie, choisis parmi ces grands chemins, et les portes, paradoxalement, les portes du marché du travail, qui pourraient aider justement à donner des supports à cette réalisation de soi, les portes se ferment. Et donc pour moi, il y a une tension. On sent très bien que chez les jeunes générations, la question du déclassement, dont on parlait beaucoup dans les années 90-2000, elle est relativement intériorisée. Arriver un peu moins haut que ce qu'on voulait, un peu moins haut en termes d'échelle sociale, comment on dit, verticale, verticale, que je ne me trompe pas, verticale, elle est relativement intériorisée, c'est pas tant la question. Pour moi, la nouvelle menace et la nouvelle épreuve et la nouvelle souffrance, c'est la déviation. Ce que j'appelle la déviation, c'est justement cette tension intime, existentielle, qui est vraiment, qui est au-delà du social, qui est existentielle, la peur d'être dévié de sa propre vie. Et c'est justement ce paradoxe entre une norme au choix de vie, des portes qui se ferment en même temps, donc conjointement, et donc ça met les gens dans des tensions, des arbitrages, si on résume, dans des tensions entre vivre sa vie, donc personnalisation, choix, et gagner sa vie. Et gagner sa vie, l'adversité est très forte. Et donc comment on combine les deux? Comment on combine les deux? Et on sent que ce soit de l'étudiant backpacker aux jeunes en déshérence, voire en itinérance, voire en errance, tout simplement, on sent que cette tension, elle traverse. Chacun y répond avec ses ressources, donc de façon très différenciée, mais cette tension, elle traverse. Donc pour moi, on n'est pas tant dans la tension du déclassement que celle de la déviation, et donc de cet arbitrage existentiel, jusqu'où je vais pour m'adapter au marché du travail. Et donc il y a toute une rhétorique, en tout cas que je ressens, si j'essaie de joindre ces différents visages, donc certains j'ai rencontrés, certains c'est par la lecture d'autres, j'ai l'impression que cette tension, elle traverse l'ensemble des parcours, et que, bon, pour essayer juste, si j'ai le temps de faire un essai, c'est vraiment un essai, parce que c'est très tout récent là, de réfléchir à cette question, que les différentes formes de NIF que j'ai pu rencontrer ou analyser, justement sont en fait différentes réponses à cette tension fondamentale, différentes façons d'y répondre dans le temps et dans la façon d'essayer de garder, comme il a été très bien évoqué ce matin, un peu de contrôle ou de souveraineté sur sa vie. Donc chacun répond à ces tensions du choix, et un premier modèle de NIF qui pourrait apparaître, c'est donc un modèle un peu plus positif, où justement on s'échappe des radars ou d'une autoroute sociale, l'autoroute sociale, enfin, en tout cas du chemin normé de vie, études, comme tu disais, études, emploi, ou stage, etc. Et on va prendre des chemins de traverse. On pourrait l'appeler les chemins de traverse. Et là, c'est plutôt des visages assez positifs en termes de valorisation. Donc j'ai rencontré par exemple, donc plutôt en France et en Espagne, en Belgique, beaucoup de jeunes, plutôt diplômés, plutôt issus de milieux relativement aisés, qui en fait ne croient de moins en moins, par exemple, au diplôme, refusent un peu, ont tout un discours assez fort de refus du système. Donc on voit un processus de réification de la société, refus de la société, du système, comme si elle se séparait de l'individu. Il va nommer la société ou le système, et donc dedans il y a aussi la vie imposée, la vie dont on serait héritier et qu'on refuse.
une dynamique du refus, et l'idée justement de redevenir souverain, acteur, en rechoisissant sa vie. Et donc là, j'ai rencontré par exemple des arrêts volontaires d'études de gens qui étaient plutôt bien partis, entre guillemets, hein, dans ce chemin de vie, des arrêts volontaires pour aller donc soit vivre en colocation ou en squat. En Espagne, énormément d'occupations de vieux immeubles mis à l'abandon, de jeunes, et là c'est plutôt effectivement des figures plutôt issues de milieux relativement favorisés, et de jeunes qui refusent en fait c'est un temps plutôt long, mais qui refusent ce parcours de vie, ce jeu de dupes, comme si je reprends des mots qui me sont dits, avec une défense de valeurs justement moins consumériste, une éthique du peu, une économie de la débrouille, de beaucoup de vie de troc, de colocation, d'échange et de débrouille, et réussir à vivre très peu avec le minimum d'aide, ouais, je me dépêche, de minimum d'aide, et donc toute une rhétorique plutôt positive, comme si le soi avait gagné. Alors c'est très ambigu, parce que c'est une victoire du soi, mais c'est une victoire face à l'adversité, c'est-à-dire que c'était dur, je refuse cette dureté, je refuse cette tricherie sociale, cette promesse qu'on me fait auquel je ne crois plus, hop, je change de chemin. Voilà, donc ça c'est très ambivalent, mais effectivement il y a un discours déjà de désadhésion du système, entre guillemets, et un exit un peu volontaire, et j'ai remarqué que ça s'arrêtait. Il y avait quand même la question de la réinsertion sociale, bon, avec tous les multiples guillemets qu'on peut mettre, et de reprise de l'autoroute, plutôt quand se pointe éventuellement la question d'installation en couple ou des enfants. Et donc là, il y a un questionnement sur ce mode de vie qui est plutôt quand même associé à la vingtaine, tel que j'ai pu le rencontrer en tout cas, donc de façon très empirique, sans statistiques pour corroborer, je suis désolée. Alors un second visage que j'ai pu rencontrer, ce serait plus le chemin de traverse assez long et assez choisi, entre guillemets, même si, en tout cas avec une rhétorique du choisi. Là, on est plus sur une réponse à la pression, ce que j'appellerais la suspension. Le besoin d'avoir une respiration dans sa vie, le besoin de se retrouver, de faire le plein de soi. Justement dans cet arbitrage difficile existentiel entre gagner sa vie, choisir sa vie, de remettre en jonction tout ça. Donc de rechoisir, est-ce que c'était bon choix d'études, est-ce que, donc c'est souvent dans des transitions, dans des bifurcations, de se réinterroger sur les choix, donc par exemple à l'entrée sur le marché du travail, parfois des pauses volontaires, des replis, donc des replis volontaires avec cette rhétorique de la pause, toujours avec l'idée qu'on va revenir. Donc là, c'est plus court que le premier modèle du chemin de traverse, où on tente une vie à durée indéterminée dans un autre modèle. Là, c'est plutôt l'idée, je respire, je me retire temporairement, et je reprends après cette vie. Donc bien sûr, ça prend le visage des hippocampi en partie, de s'échapper de la pression à un moment pour rechoisir sa vie. Mais on voit d'autres visages, on voit des arrêts volontaires d'études, justement, le temps de respirer, de rechoisir une bonne filière. On voit notamment en France, à la sortie des études, la peur de se brader trop. Jusqu'où je vais pour me brader sur le marché du travail, et donc le besoin d'un repli, d'arrêter les démarches pour rechoisir exactement son chemin de vie. Voilà, mais on sent que c'est vécu comme un temps d'ajustement. Souvent chez les parents tels que j'ai pu le rencontrer, effectivement, il y a besoin sans doute de liens familiaux et de ressources pour pouvoir se permettre cette respiration. Et ce qui est difficile dans ces cas-là, je sens, c'est la pression parentale, le partage de l'angoisse. Comme tu avais dit tout à l'heure, et donc ça, on le voit très fort, notamment chez les Espagnols, les Français, on s'autorise à s'arrêter, à se replier un petit moment pour se retrouver, entre guillemets, mais c'est l'angoisse sociale et le stigmate social est là. Et donc là, il y a quand même une solitude intérieure, si on revient sur la question de la solitude, pas relationnelle. J'ai rencontré très peu d'isolement dans ces situations-là, pas relationnelle, beaucoup plus la solitude du vertige du choix, justement, du vertige de choisir sa vie, et donc une solitude de la décision, ou des décisions à prendre et du chemin à poursuivre. Voilà. Bon, je passe vite dessus, et ça peut aboutir vers une conversion de soi pour s'ajuster au marché du travail, et trouver où faire flèche, entre guillemets, et de faire cette jonction entre soi et les contraintes du marché du travail qui sont vécues quand même comme, vous le savez, de plus en plus adverses, en tout cas. Voilà, donc un peu suspension, le temps de la coïncidence, quoi, de se remettre en coïncidence avec la normativité, les chemins sociaux. Et enfin, là j'ai une figure, la troisième figure qui m'est apparue, c'est celle du retrait. Donc là, c'est beaucoup plus subi. On est beaucoup moins, en tout cas, tels qu'on les entend, dans des parcours choisis. On est justement dans des parcours d'impuissance.
ce qui me touche quand je pense à ces jeunes-là que j'ai pu voir, c'est que justement, ils ont un discours que je retrouve ils ont un discours de solitude qui en fait, une m'a dit c'est la solitude avec un grand S, c'est la solitude sociale. Ça m'a marqué. Et effectivement, tu parlais d'inutilité tout à l'heure. Ce qui est très touchant, c'est qu'ils ont des discours de solitude qu'on retrouve parfois aux âges les plus tardifs. Chez les personnes âgées, une minute, je me dépêche. Et un discours d'inutilité sociale. Et alors, ça me fait penser au titre d'un roman. Je crois que c'est Anna Gavalda, que j'ai pas lu, mais dont le titre est porteur pour moi. J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part. Et en fait, c'est vrai que c'est cette figure-là de la personne les attend. Personne les attend. Donc il y a des recherches. J'ai rencontré en banlieue, par exemple, parisienne, des fois ils ont cherché 2-3 ans, et en fait, quand il n'y a eu que des refus, il y a une forme d'usure intérieure, et le cocon familial ou de la colocation ou du squat collectif, etc., devient un cocon protecteur. Et l'extérieur est codé comme très violent ou très agressif pour la personne, parce qu'il faut se vendre, il faut jouer un rôle. Et pour jouer ce rôle, il y en a qui utilisent la suspension pour revenir dans le rôle, et il y en a qui n'arrivent plus à jouer. Et donc ils tombent dans ces parcours de ce que j'appelle la déprise. La déprise, c'est un concept qui vient de la sociologie de la vieillesse, justement, ce moment où il y a une perte vécue de souveraineté sur sa vie. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un discours d'impuissance, de personne ne choisit, personne ne m'a choisi. Et donc un discours de déprise, de perte de souveraineté, et il faut parfois un peu de temps avant que on puisse avoir les forces et les ressources de redevenir acteur, de se ressentir choisi, entre guillemets, dans sa propre vie. Ce que je voudrais juste mentionner, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de temps, c'est que sur la question de la colère, c'est des colères que je trouve presque, en tout cas, socialement graves. Parce que c'est moins des colères formalisées, exutoires, expressives, dont on peut avoir les traces dans le débat public. On sent des colères sourdes, avec soit des votes extrême droite, soit le retrait du vote, l'idée que la société m'a abandonné. Donc cette solitude sociale, effectivement, la société m'a abandonné, et donc un discours de ne pas exister aux yeux de la société, et politiquement, il y a une question qui se pose sur cette génération, ces pans-là de génération auxquels effectivement on ne donne pas de place et qui, à mon avis, seront la force politique des années à venir quand ils vont avancer dans la vie. Et effectivement, ça pose des questions de canalisation ou en tout cas des questions de qu'est-ce qu'on en fait politiquement de ces jeunes qu'on n'attend pas. Voilà, et qui n'ont plus rien à perdre non plus. Voilà. Alors, je terminerai juste sur l'idée que c'est effectivement pas qu'une question de jeunes âges. Je conclue, voilà. C'est une question qui est, à mon avis, portée à l'extrême chez les jeunes aujourd'hui, mais qui touche tous les âges. Même cette question des chemins de traverse, de la suspension ou du retrait, on peut retrouver complètement dans d'autres périodes de vie. Ça ne touche pas que les jeunes, évidemment, c'est plutôt les parcours émergents. Face à certaines pressions sociales nouvelles et face à certaines tensions existentielles qui en découlent, la crise et les normes sociales d'individuation. Juste, on parlait beaucoup de comment agir. Juste un tout petit clin d'œil à la question de la concertation des politiques. En tout cas, tel que j'ai pu le voir dans certains territoires français, il y avait une question du non-accès par manque d'information, par peur d'aller à l'extérieur. Et il y avait aussi parfois, donc je ne sais pas si ça peut se jouer ici, mais une question de coordination difficile, et c'est normal, mais les politiques jeunesse sont souvent très éclatées, avec des organismes communautaires, des interventions fédérales, provinciales, et certains loupes sont dans des interstices, soit des territoires où il y a moins d'actions communautaires, par exemple, directes, moins couverts, d'autres territoires mieux couverts, et parfois des jeunes, à cause de seuil d'âge, à cause de différentes jonctions de territoires qui sont moins couverts, qui sont un peu dans le gruyère de ces multiples politiques. Et en tout cas, c'est une piste de réflexion que je voulais lancer, que la coordination pouvait être une des pistes à... Ah, je suis pendue là. à lancer pour la réflexion. Voilà, merci.